Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Iona Sapsizian et aujourd'hui je vais réaliser un exposé sur Giuseppe Arcimboldo. Une première partie sera dédiée à sa biographie mais aussi à ses nombreuses influences. La seconde partie sera quant à elle consacrée aux commentaires de l'une de ses œuvres. Giuseppe Arcimboldo naît à Milan vers 1527. D'ascendance noble, il est le fils de l'artiste Biagio Arcimboldo et de Chiara Parisi. Dans sa ville natale, le jeune Giuseppe a été formé aux arts par son père, mais également par d'autres artistes lombards, comme Giuseppe Meda ou encore Bernardino Campi. Biagio, le père de Giuseppe Arcimboldo, a eu comme ami Bernardino Luini, qui fut un élève de Léonard de Vinci et qui hérita à la mort de ce dernier de plusieurs cahiers de notes et d'esquisses de son maître. C'est sans doute pour cette raison qu'il est possible de retrouver dans le travail d'Arcimboldo un peu de Léonard. Au début de sa carrière artistique, Arcimboldo travaillait avec son père. Des documents attestent que durant toute sa vingtaine, Arcimboldo a été rémunéré pour des travaux de peinture dans le Duomo de Milan. Il aurait pu avoir réalisé pour celle-ci des cartons des vitraux consacrés à la vie de Sainte Catherine. Parallèlement à des commandes officielles, Arcimboldo commença à élaborer des créations plus libres, rompant avec le formalisme du style de l'époque. Si Arcimboldo est connu aujourd'hui, c'est principalement grâce à ses portraits composés d'éléments de la faune et de la flore. Ces portraits résultent de diverses influences qu'il est nécessaire d'évoquer. Tout d'abord, Arcimboldo a été indéniablement influencé par les caricatures faites par Léonard de Vinci, mais également par les nombreuses études réalisées par ce dernier. Arcimboldo s'inscrit aussi dans un mouvement d'artistes caricaturistes de son époque, comme Bartolomeo Passarotti ou encore Giovanni Ambrogio Brambilla, dont les portraits ressemblent à s'y méprendre à ceux d'Arcimboldo. Enfin, le style d'Arcimboldo est marqué par certaines peintures représentant avec beaucoup de minutie et de détails des objets de la vie quotidienne, comme des fruits ou des légumes par exemple. Il est possible d'opérer un parallèle entre les œuvres de peintres comme Peter Hartsen ou Joachim Böckler et les portraits anthropomorphes d'Arcimboldo. En 1562, Arcimboldo, installé à Vienne, devient le portraitiste de l'empereur Ferdinand Ier. Il garde cette fonction de portraitiste avec le successeur de ce dernier, l'empereur Maximilien II. Il faut noter que dès son arrivée à la cour des Habsbourg, Arcimboldo réalise ses célèbres têtes composées qui s'organisent le plus souvent en séries allégoriques. À partir de 1576, il est à Prague, cette fois au service de l'empereur Rodolphe II. Celui-ci est connu pour être un amateur d'art éclairé et un féru collectionneur d'objets rares mais également d'animaux exotiques. À ce titre, il envoie Arcimboldo en Allemagne pour qu'il lui ramène antiquités et animaux. La collaboration entre Rodolphe II l'empereur et Arcimboldo l'artiste donnera naissance à son œuvre la plus fameuse, Vertum, qui est le portrait de Rodolphe II présenté comme Vertum, dieu romain des jardins et des vergers. Ayant acquis une renommée à travers toute l'Europe, Giuseppe Arcimboldo, avec l'accord de Rodolphe II, put rentrer à Milan en 1587, après avoir été préalablement anobli par l'empereur. Il s'éteindra dans sa ville natale le 11 juillet 1593. Après avoir énoncé ces quelques éléments biographiques sur Arcimboldo, il est maintenant temps de passer aux commentaires d'œuvres et j'ai choisi de vous parler du Vertumne. À vrai dire, ce tableau n'était pas mon premier choix. Je souhaitais présenter une œuvre peut-être un peu moins connue d'Arcimboldo, mais j'ai finalement opté pour le Vertumne car il est vraiment caractéristique du style de l'artiste mais également de la période avec différents aspects qui l'ancrent au cœur de la Renaissance. Le Vertumne a été réalisé vers 1591 et est une huile sur tableau de bois mesurant 68 cm de hauteur sur 56 cm de large. Initialement localisé au palais impérial de Prague, le tableau est depuis la seconde moitié du XVIIe siècle en Suède. Il est actuellement conservé au château de Skokloster. Le Vertumne est dans un très bon état de conservation. Vers 1591, Arcimboldo, alors installé à Milan, réalise le portrait de Rodolphe II. Il le lui fera parvenir dès la fin de cette année-là. Il accompagnera le tableau de poèmes à la gloire de l'empereur, poème rédigé par son ami Giovanni Filippo Gherardini. Ces écrits servirent également à éclairer davantage sur la signification du portrait et ainsi écarter tout malentendu. Ainsi, il faut voir en ce portrait une représentation de l'empereur sous les traits de Vertumne, dieu romain des jardins, des vergers et des saisons.
Il faut noter que Vertumne est une divinité étrusque qui a par la suite été incorporée au panthéon romain. D'abord situé au sein même du palais impérial à Prague, le Vertumne tombe aux mains des Suédois dans le contexte de la guerre de 30 ans. L'œuvre d'Arcimboldo a fini, selon toute vraisemblance, dans la demeure du comte Per Brahe. À sa mort en 1680, un inventaire est fait faisant mention d'une peinture décrite comme un assemblage de morceaux de fruits. Il est fort probable qu'il s'agisse du Vertumne. Par mariage, le tableau devient la propriété de la famille Wrangel. Leur château de Skokloster en Suède est aujourd'hui le lieu de conservation du tableau. Ce portrait de Rodolphe II s'inscrit dans un cadrage serré. Il est représenté par un personnage en buste, de face, dont tous les éléments anatomiques ont été savamment constitués par un assemblage très varié de végétaux de toutes sortes. Tout d'abord, le buste se compose de raves, de cucurbitacées et de salades rendant une partie où plusieurs types de vers se côtoient. Ce même buste est orné d'une écharpe faite d'une douzaine de variétés de fleurs différentes. La variété se retrouve aussi dans les coloris de ces fleurs chatoyantes. La structure du visage, quant à elle, se scinde en deux. La partie inférieure du visage est rendue par des teintes plus rouges rosées. Des cerises rendent une lèvre inférieure particulièrement charnue. Deux pêches forment les joues de l'empereur. Une poire est placée au milieu de son visage pour représenter son nez. La pilosité faciale de Rodolphe II est rendue par une astucieuse accumulation de céréales, de bogues de châtaigne, des noisettes fraîches constituent sa moustache. La partie supérieure est composée d'un melon en guise de front, des petits pois faisant office de paupières font ressortir les mûres et les cerises lui servant d'œil. La plupart de ses fruits et légumes sont verts. Enfin, sa chevelure est faite de pléthore de fruits, grappes de raisin, cerises, figues, olives, grenades, prunes, eux aussi empreints d'un fort symbolisme et pour certains ancrés dans la mythologie gréco-romaine. Des épis de blé viennent auréoler cette chevelure déjà très fournie. L'ensemble harmonieux et particulièrement détaillé de la composition encourage le spectateur à définir chacun des éléments distinctement, ce qui fait de cette œuvre un outil à la fois ludique et didactique permettant au même titre que des illustrations botaniques à visée scientifique de s'instruire sur la flore. Ainsi, le style d'Arcimboldo peut s'analyser comme la recherche d'un certain naturalisme. La prouesse d'Arcimboldo aura aussi été, à travers ce portrait de Rodolphe II, de réussir à retranscrire la réalité des traits du visage de l'empereur. Nous pouvons comparer cette toile avec le portrait de Rodolphe II réalisé par Haken en 1592. Nous pouvons constater des similitudes assez frappantes. La partie inférieure du visage est rouge et est rendue par des pêches sur le vertumne. Le nez proéminent que l'on retrouve chez Haken devient une poire chez Arcimboldo. La lèvre inférieure, particulièrement charnue, se retrouve dans les deux œuvres et est astucieusement réalisée à l'aide de cerises par Arcimboldo. Succédant à l'art classique, le maniérisme connaît son apogée à la cour de Rodolphe II. Arcimboldo s'inscrit dans ce style artistique qui peut se comprendre comme une rupture avec le style de la haute Renaissance, plus construit, plus rigide, plus mathématique, plus solennel. L'artiste maniériste tend à rendre un travail un peu plus personnel. Ce style cultivé et précieux donnera naissance à des œuvres complexes et sophistiquées reposant sur l'artifice et l'imagination, dont le vertumne est la parfaite illustration. Si de prime abord le portrait peut s'apparenter à une simple fantaisie, à un simple caprice, il ne faut toutefois pas négliger son aspect hautement symbolique. Par exemple, chacune des fleurs peintes représente une vertu. Le lys blanc pour la royauté et la paix, la rose pour la vie et la mort, la tulipe est le symbole de l'Empire ottoman qui étaient les ennemis jurés des Habsbourg. Les fleurs ne sont pas les seules à avoir un écho symbolique, en effet certains fruits et légumes sont aussi des allégories. On peut prendre l'exemple des mûres, qui composent les yeux de l'empereur, elles symbolisent les différents stades de la vie. Aussi, le nom donné à l'œuvre, à savoir Vertumne, n'est pas le fruit du hasard. Ce dieu mythologique des jardins, des vergers et des saisons est peint sous les traits de l'empereur Rodolphe II. Ce choix fait par l'artiste s'inscrit dans la popularité de la mythologie gréco-romaine durant la Renaissance. Il y a un certain engouement pour les histoires de l'écrivain romain Ovide qui vécut à la même période que le Christ. Un de ses écrits les plus connus est Métamorphose, qui reste à ce jour un des ouvrages les plus lus de l'histoire. Ce livre contient entre autres l'histoire de la déesse Pomona et du dieu Vertumne. Pomona était la déesse de l'abondance fructueuse mais aussi une nymphe d'une particulière beauté. Elle fut courtisée par beaucoup de prétendants, mais ne laissa aucun homme s'approcher d'elle. Le prétendant le plus épris de la belle Pomona était Vertumne. En tant que dieu, il a le pouvoir de se transformer.
Il usa de cette aptitude pour approcher Pomona, tantôt transformé en un cueilleur de pommes, tantôt en une vieillarde. Il lui fera alors les louanges de lui-même. Malgré tous ses stratagèmes, ses tentatives resteront vaines jusqu'au jour où il décida de se montrer à Pomona tel qu'il est, à savoir un très beau jeune homme. Pomona en tombera alors amoureuse. Le fait de grimer Rodolphe II en vertume est une manière pour Arcimboldo de glorifier le souverain. Il le déifie en l'associant au dieu. Cela permet également de légitimer un pouvoir en créant par l'art une filiation divine. Pour conclure sur cette œuvre d'Arcimboldo, nous pouvons nous poser la question suivante, à savoir pourquoi le vertumne d'Arcimboldo s'ancre parfaitement dans la Renaissance. Deux raisons principales peuvent l'expliquer. Tout d'abord, la recherche de naturalisme. L'artiste s'attache à reproduire la flore de la manière la plus réaliste qui soit, malgré l'aspect fantastique que revêt son portrait. Mais aussi avec la référence à l'antique, avec une utilisation de la mythologie romaine. En plus d'être au cœur de certains idéaux de la Renaissance, ce tableau s'inscrit dans le style maniériste en ce qu'il rompt quelque peu avec la rigueur parfois arithmétique des compositions artistiques de la haute Renaissance pour une approche de travail plus personnelle. Peu après sa mort, Arcimboldo tombe dans l'oubli. Ses œuvres ne seront en réalité redécouvertes qu'au XXe siècle grâce aux surréalistes qui s'inspireront de son univers fantasmagorique. Dali baptisera d'ailleurs Arcimboldo père du surréalisme. L'exposition du MoMA de 1937 sur le surréalisme donnera à Arcimboldo le titre de grand-père du surréalisme. Des œuvres composites de ce courant artistique font écho aux têtes composées de l'artiste milanais. Prenons à titre d'exemple la collaboration entre Dali et Philippe Halsmann, In voluptas mors, une série de photographies où des femmes nues sont disposées de telle façon à former un crâne. On peut faire le parallèle entre ces photographies et Ève croquant la pomme d'Arcimboldo. Arcimboldo inspire encore aujourd'hui certains artistes contemporains, comme Vic Muniz, Klaus Henrique ou encore Philippe Haas. Si aujourd'hui les œuvres d'Arcimboldo sont rentrées dans la pop culture, c'est aussi grâce aux publicitaires qui se sont inspirés de son travail à de multiples reprises, comme avec les pubs de Perrier Citron, de Malibu ou encore de Darty. Je vous remercie de votre écoute et espère que cet exposé vous aura plu. Je vous laisse tout de suite avec la liste des figures, la bibliographie ainsi que la cytographie. Merci.